on va passer ensemble 2 heures d'émission pour aller encore se promener comme on l'a fait en juillet, en août, pour prolonger un tout petit peu les vacances, vos vacances, bien entendu, en France, puisqu'aujourd'hui on va aller se promener du côté de la Drôme. La Drôme du Nord, le Dauphiné, qui est collé évidemment à cette région Rhône-Alpes, à la montagne aussi, et puis la Drôme du Sud, qui est déjà la Provence, et les deux se marient dans un département absolument splendide qu'on va découvrir ensemble dans quelques dizaines de minutes. Et puis en première partie d'émission, on se pose la question d'été, qui est aussi une question de rentrée et d'automne. C'est est-ce qu'on va repartir? En fait, c'est la seule question qui nous anime, nous, Éléonore. Non, c'est quand on peut rien faire et partir en vacances, on est là, quoi. On adore. Ah ça oui. Signalez-nous, si vous avez des vacances à prendre et que vous pouvez pas le faire, nous on peut remplacer au pied levé. On les prend pour vous. On le prend pour vous. En tout cas, on va poser la question à nos tweetos. D'ailleurs, la question, c'est prendre des vacances en décalé. Est-ce une bonne idée? Pour 89% de nos tweetos, oui. Donc on n'est pas tout seul à vouloir reprendre des vacances. Oui, c'est-à-dire qu'on les prend un peu comme on peut aussi, et on verra avec des professionnels du tourisme. On fera un petit état des lieux du tourisme en France pendant ces vacances, pendant qu'on vous a aidé à partir dans vos têtes, même si vous n'êtes pas parti réellement. Et puis on se posera la question de ce qui nous attend, les offres du tourisme français et européen et international pour les mois à venir. Voilà, c'est intéressant et c'est dans quelques minutes. Mais pour l'instant, vous en avez l'habitude. Eh bien, les bonnes habitudes, ça ne se perd pas. La revue de presse d'Éléonore. Sud Radio, les routes de l'été, la revue de presse des régions. Et on démarre avec les terribles attentats survenus hier, qu'on a appris cette nuit à Kaboul, aux abords de l'aéroport. Kaboul, l'horreur des attentats contre des Afghans désespérés, titre Ouest France, après que des kamikazes ont frappé l'aéroport de Kaboul hier. 2 explosions ont tué de nombreux civils et plusieurs soldats américains, alors que les opérations d'évacuation des ressortissants étrangers et des milliers d'Afghans fuyant le régime taliban approchent de leur terme. Au moins 85 morts sont à déplorer. Et maintenant l'Irak, s'interroge Laurent Marchand dans le Premier Quotidien de France. À la vue des images en provenance de Kaboul, des millions d'Irakiens redoutent désormais de voir leur pays entraîné dans une nouvelle crise. Depuis 20 ans, tout ce qui concerne l'Afghanistan et la politique étrangère américaine a impliqué le plus souvent pour le pire la politique irakienne, rappelle le rédacteur en chef délégué aux affaires internationales de Ouest France. Dans un climat incertain, aux multiples inconnus concernant la sécurité et le rôle des pays occidentaux dans les nouveaux équilibres de la région, Emmanuel Macron entame demain une visite importante en Irak. Enjeux sécuritaires, enjeux diplomatiques, Paris veut continuer à peser sur la scène irakienne. Oui, et à propos de ces attentats qui ont vu 13 Marines américains abattus dans cet attentat, eh bien, on a vu le président Joe Biden prendre la parole hier soir aux États-Unis, au bord des larmes, le président des États-Unis, et je pense que ce n'était pas fin du tout. Il est sensible et je pense que l'opinion y est sensible également. Allez, sur la scène internationale, toujours, alors là, je ne voyais pas ça venir, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Et oui, un entretien en page 19 du Figaro de Ronan Planchon avec Pierre Vermeren revient sur les raisons qui ont incité Alger à rompre avec Rabat. Face au Maroc, proche d'Israël, l'Algérie en appelle au nationalisme arabe. L'affaire Pegasus a permis de renforcer l'idée selon laquelle Israël, qui a de bons rapports avec le Maroc, participe à un complot contre l'Algérie. La guerre froide entre les deux voisins a déjà commencé. Leurs frontières terrestres étaient fermées, il n'y avait ni touristes ni flux financiers. En revanche, les services de renseignement des deux pays qui avaient pour habitude de coopérer, notamment dans la lutte contre le terrorisme islamiste, risquent de cesser leur coopération. Cela va aussi aggraver les tensions à l'intérieur de l'Union africaine, chaque pays étant sommé de prendre position pour l'un ou pour l'autre, y compris la France, qui ne peut se fâcher ni avec le Maroc, ni avec l'Algérie. Et de nouvelles difficultés à surveiller sur la scène diplomatique. Eh ben, cette guerre froide au Maghreb, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour nous, ni pour personne d'ailleurs. Malgré une mauvaise météo cette année, c'est l'heure des vendanges. Oui, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait, en une de Sud-Ouest, on revient sur les vendanges avec un millésime difficile cette année. Entre le gel au printemps, les intempéries et les températures fraîches, sans compter le mildiou, les nerfs des viticulteurs de la région ont été mis à rude épreuve. La récolte s'annonce déjà en net recul, même si certains espèrent l'été indien. Un reportage signé César Compadre à Sauveterre de Guyenne, vaste commune viticole à 50 km à l'est de Bordeaux, nous emmène à la rencontre des viticulteurs
qui s'apprêtent à récolter les fruits d'un an de travail. L'un d'entre eux témoigne, avec la fraîcheur des derniers mois, je suis confiant pour les créments et les blancs. À Frontenac, Marie-Céline Dumont mobilise 100 à 130 coupeurs saisonniers chez ses clients pendant la période des vendanges, payés 1 400 € net par mois. La quasi-totalité de la troupe est composée de Bulgares. Ils sont travailleurs et fiables. On peine à recruter des Français, explique la chef d'entreprise, sécateur à la main. Oui, il y a encore du recrutement partout dans les vignobles français. Enfin, une année difficile, on le sait. C'est ceux qui travaillent bien qui sortiront leur épingle du jeu. À faire des bons vins, pour les autres, c'est plus difficile. Mais il y a de plus en plus de vignerons qui travaillent bien. Éléonore, jeudi de septembre, rentrée des classes. Et oui, c'est un Blanquer barbu, soucieux et copié à la main qu'on aperçoit en une de La Provence. Rentrée scolaire, Blanquer au tableau, titre le quotidien méridional. Le ministre de l'Éducation a exposé hier le mode d'emploi d'une rentrée qu'il espère la plus normale possible, malgré la crise sanitaire. 12,4 millions d'élèves et 866 500 professeurs reprendront le chemin de l'école jeudi prochain. Outre le volet sanitaire de la rentrée, Jean-Michel Blanquer a évoqué la question des salaires des professeurs avec des primes allant de 29 à 57 € net mensuels. Par ailleurs, même s'il souhaite que 100% d'entre eux soient vaccinés, le ministre a déclaré qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale pour les enseignants. À suivre, bien évidemment. Côté rentrée politique, puisque tous les jours a son lot d'annonces. Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, renonce à se présenter à la présidentielle. Une décision qui rebat les cartes, titre Le Parisien, qui voit se préciser un duel à droite entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Mais il ne faudrait pas oublier les 4 autres postulants au banc d'essai, dont il est question en page 4 du Parisien. Michel Barnier, le diplomate, Bruno Retailleau, l'intello, Éric Ciotti, la surprise, et Philippe Juvin, l'outsider. La gauche n'est pas en reste avec les universités d'été des différentes formations politiques ce week-end. Anne Hidalgo pour le PS est à Blois, Fabien Roussel pour le PCF à Aix et Jean-Luc Mélenchon pour LFI près de Valence. En attendant, Arnaud Montebourg qui se lancera le 4 septembre dans la Nièvre. Chacun pour soi et gauche pour tous, c'est la rentrée façon puzzle. Oui, c'est un vrai puzzle, vous avez raison. Et on termine par un sujet plus léger. Le monokini, les seins nus sur les plages. Topless, les Françaises... Vous avez attendu la fin de l'été pour nous le sortir. Exactement. Topless, les Françaises laissent tétons, c'est en page 14 de Libération. En 1975, l'Express titrait « Seins nus, les Françaises sont pour ». Ce temps est désormais révolu. Entre le harcèlement qu'elles subissent une fois dénudées et les inquiétudes liées à leur santé, les jeunes femmes délaissent largement le monokini, mais celles qui le pratiquent encore y voient une façon de faire la paix avec leur corps ou une revendication politique à une époque où les poitrines féminines sont encore loin d'être normalisées. Une double page signée Elena Pougin à retrouver dans Libé. Éminemment politique tout cela. Merci Éléonore. Comme toujours. Maya l'abeille. Ça me rajeunit pas ça, je vais vous dire. Mais bon, je l'ai beaucoup passé à mes enfants. Et oui, c'est une très belle chanson. Et donc, on est avec Bertrand Laurentin, qui est président fondateur du label Abeille, qui doit bien connaître cette chanson. Bonjour Bertrand, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre label, parce que j'ai cru comprendre que vous promouvez en fait les ruches connectées. Exactement, Label Abeille a développé une technologie qui permet de suivre à distance et en temps réel la santé des abeilles. Ah bah dites donc, oui, c'est important de monitorer les abeilles. On l'a vu, on a eu un débat d'été, une question d'été sur le sujet. Et les apiculteurs, dans leur ensemble, sont très inquiets. Et tous les agriculteurs derrière, parce que l'abeille, elle impacte toute l'agriculture. Exactement. Sans abeilles, on dit qu'il n'y a pas de miel, mais il y a surtout plus de fruits, plus de légumes, plus de services de pollinisation, et donc toute une économie qui repose sur elle. Et comment fonctionnent vos ruches ? On a dans cet objet connecté jaune et noir qui ressemble justement à une grosse abeille, des capteurs. Il suffit de poser n'importe quelle ruche sur notre système et les capteurs nous renseignent sur le poids, la température, l'humidité, les conditions météorologiques, la situation de la ruche, sa géolocalisation. L'activité de la ruche en quelque sorte, les échanges, les mouvements. Exactement, et puis surtout prévient éventuellement du vol, d'un vandalisme, d'une bonne production de miel ou d'une problématique dans l'environnement qui pourrait causer la mortalité ou une baisse de la production. Et comment vous utilisez toutes ces informations pour mieux les protéger justement ?
les abeilles? Ces données sont collectées sur une application web ou mobile. Les apiculteurs ou les entreprises qui ont beaucoup de ruches, il y a eu un effet de mode important là-dessus, peuvent connecter leurs ruches et de là recevoir les informations en temps réel et les partager à leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs pour sensibiliser leur environnement et faire ce qu'on appelle la RSE. À côté de ça, les apiculteurs, eux, s'en servent au quotidien pour piloter leur productivité quand les ruches sont loin souvent. Donc ça prend la forme d'une base, d'une station sur laquelle on pose sa ruche, on la connecte en quelque sorte. On peut s'en servir soit pour sa production, simplement comme un outil de gestion de ses ruches, soit le mettre en ligne pour le partager. On a le choix. Exactement, en fait. Oui. Les apiculteurs professionnels notamment se renseignent beaucoup entre eux et donc ils sont très friands quand il y a un copain qui a une base connectée, la belle abeille, de savoir quels sont les résultats pour savoir si la mielée a démarré, si on va avoir du bon miel de tournesol ou si justement la mielée vient de se terminer et si on peut remballer le matériel. Et avec le poids, la croissance du poids de la ruche, c'est-à-dire en fait du miel, du matériau qui y rentre et la température, on arrive à savoir précisément ? On voit très bien l'activité des abeilles, le nombre de butineuses qui vont travailler le matin, qui reviennent à la ruche, la production de miel, et puis avec des données de localisation notamment, on peut mieux comprendre l'environnement. De là, nous, on fait du traitement de ces informations pour donner des conseils prédictifs aux utilisateurs, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et vos ruches sont installées dans toute la France ? On a des ruches dans toute la France, des clients un peu partout dans le monde, même si on reste très francophone. Mais nos services sont essentiellement destinés aux entreprises en France pour le moment. Mais dites-moi, juste pour comprendre, pour les apiculteurs qui nous écoutent, Bertrand, quand on veut se servir de ce matériel, on doit l'acheter ou on le loue? Il y a un abonnement? Comment ça se passe? Plusieurs possibilités. Si c'est pour votre ruche, vous pouvez l'acquérir comme un smartphone. Et derrière, il y a un petit service de communication pour bénéficier de nos outils, le stockage de vos données, etc. Ça coûte 640 € hors taxe pour acquérir l'objet connecté et 5 € hors taxe par mois sans engagement pour le faire fonctionner. Et pour les entreprises, il y a différents coûts selon la situation. Est-ce qu'elles ont déjà des ruches? Est-ce qu'elles souhaitent en avoir sur site? Ou est-ce qu'elles souhaitent aider les apiculteurs? C'est comme un smartphone ou une tablette, quoi, sauf qu'on pose sa ruche dessus. Eh bien, merci. L'intérêt, c'est que notre offre de parrainage peut aider les apiculteurs grâce au soutien des entreprises, des apiculteurs partout en France. Merci beaucoup Bertrand Laurentin. Je rappelle que vous êtes président fondateur du label Abeille. Merci, vous aurez tout sur notre site internet. Et un petit coup de maillat en prime, ce qui ne fait jamais mal, puis ça donne envie d'un peu de miel au moment du petit déjeuner si vous êtes un peu tardif. Vous êtes encore en vacances, le petit coup de miel dans le muesli ou simplement sur sa tartine, voilà, ça fait du bien et ça aide aussi les apiculteurs et les abeilles.